Et puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité, on vous donne la possibilité de réagir, nous faire parvenir toutes vos réactions via nos plateformes digitales, notamment Facebook et YouTube. Facebook, la page sur laquelle vous pouvez laisser vos messages qui pourront être collectés et concoctés avant d'être relayés par Amadou Silla. À la régie, nous sommes bien sûr appuyés par ce colosse et aux opérations techniques, on est accompagné cet après-midi par Mamadou Touré. Et nous sommes ensemble jusqu'au porte de 18h sur Film Guinée. Moustapha Vicky, bonsoir. Comment ça va, le jeune célibataire? Bon, Khalil, je vais bien. Ça va, Dieu merci. Il ne peut pas se marier. Hein? Non. Pas du tout. Je t'ai dit au mois de juillet dernier de rester tranquille. Voilà, c'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond. Ton mariage, c'est comme un peu la transition. Bonsoir, Guinée, hein? et bonsoir. Allez. Allez, le vieux très barbu, Ibrahima Sorilen Kontsuma, bonsoir. Bonsoir le jeune barbu, et tout est déblé, hein, c'est bientôt. On t'a vu esquisser le Soli ce week-end du côté de Kanye. Ah oui, j'étais chez tu ne sais pas danser, je l'avoue. Non, j'étais chez mes oncles. Je l'avoue, tu ne sais pas danser. Oh là là. Non mais si, c'était Là, une déception. hein? Une déception totale. Ah oui. Alors, on va compétir. C'est comme le nationalisme de Mamadi Doumbouya. Aussi. Alors, notre invité exceptionnel cet après-midi, vous le voyez, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée et notre chaîne YouTube, c'est Ben Youssouf Keïta. Il est donc le président du parti Alliance pour le changement et le progrès ACP. Il est notre invité exceptionnel cet après-midi. On va donc l'accueillir pour votre plaisir. Et bonsoir, monsieur le président, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir aux brillants garçons qui vous accompagnent, Lincoln et Moustapha Vicky. Et permettez-moi de dire bonsoir au Caridas. Hein? Ça, j'ai copié chez au Caridas, Sigiring, oui. Kissidougou, oui. Kouroussa, Mamou. Ah oui. Vous comprendrez pourquoi. Mamou surtout, oui. Ou ma belle-mère, Ayassatu Diallo, est en train de m'écouter à l'heure là. Ah oui, ça fait plaisir tout Merci ça. Beaucoup. Allez, en tout cas, je précise qu'on est écouté un peu partout maintenant dans la Guinée profonde. Alors, on a notre invité en face de nous, on va se boxer, Ibrahima Sorilen Kontsuma, allez-y, voilà. Même s'il n'est pas pour les expressions boxer. Non, si, il est avec des gars. Non, mais il est habitué, au débat. Il est habitué au boxing. C'est un homme de ring. Un homme de ring. Voilà. Allez, la toute première question d'abord sur... voilà, choisissez le voilà. thème. Alors, voilà. honorable, vous quittez l'UFDG, oui. À peine vous lancez un parti politique, et on a assisté en tout cas à votre meeting, quand même, à votre baptême de feu. Oui. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réussite? Est-ce que c'est en votre qualité de médecin de Paris ou le syndicaliste de l'Arrêt d'Or qui avait plus de 1000 travailleurs, ou ce politicien à l'UFDG qui était dans toutes les sauces pratiquement? Qu'est-ce qui a quand même motivé, selon vous, ces citoyens, à vous accueillir à bras ouverts et à adhérer à votre cause? Exactement, monsieur Lincoln, c'est la synthèse des trois données que vous venez d'exprimer. Mon passé de syndicaliste, 15 ans à Redor, où heureusement j'ai pu vous connaître comme brillant garçon. Ensuite, 5 ans à la tête d'une ONG où j'ai laissé des traces. Puis 15 ans dans un parti politique qui n'est pas le moindre, où j'ai été même président de la commission santé pendant 6 ans. Donc, ceci étant, avec ma profession maintenant de médecin, vous savez, le médecin est avant tout social. Et le social, c'est la politique. C'est le fondement de la politique, le social. Donc, ceci étant, avec mon background et surtout ma probité, c'est important, mon patriotisme et mon amour pour la patrie, et surtout le désir ardent que j'ai de faire de la Guinée vraiment la terre bénie et le paradis terrestre de l'Afrique. Je crois que par télépathie et parce que des gens m'ont connu, dès que j'ai lancé mon parti le 21 janvier 2022, j'ai eu des adhésions massives. Et moi-même, M. Lincoln, vous avez été témoin oculaire, j'ai été agréablement surpris de voir le nombre de militants que j'ai découvert. Un siège archi-comble. Un siège archi-comble. Je pensais avoir 200 ou 300 personnes maximum, mais j'en ai près de 1000. Et jusqu'à présent, il y en a qui continuent de m'appeler. Pourquoi vous ne nous avez pas informés? Pourquoi vous ne nous avez pas informés? Et d'autres qui disent même, désormais, le siège là devient même petit. Alors, je ne peux que dire merci à Dieu et merci
à tous ceux qui ont commencé à me faire confiance et qui continueront de me faire confiance. Alors, il y a quand même cette question qui taraude les esprits de certains. Pourquoi vous avez décidé finalement de créer un parti politique? Vous qui êtes médecin, qui est connu pour, en tout cas, sa crédibilité sur la scène politique, est-ce que vous pensez que la meilleure façon d'aider le pays, c'est de créer son parti et de conquérir le pouvoir? Exactement, j'avais deux ambitions dans ma vie. La première ambition, c'était être médecin, chirurgien. Bon, je l'ai été. Ça, depuis le collège, j'ai pensé être chirurgien. Et ensuite, depuis que j'ai franchi les portes du lycée pour l'université, j'ai pensé un jour être à la tête de ce pays. Alors, c'était un challenge. Et c'était déjà, en un mot, un défi et un objectif que je me suis assigné. Le premier objectif, je l'ai atteint. Médecin, plus de 30 ans, j'ai servi loyalement ma population, les citoyens du monde, parce que je travaille ici comme à l'étranger. Et politiquement, je me dis, il est l'heure, avec cette expérience que j'ai acquise, vraiment de créer mon propre parti, parce que j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et comme on dit, on n'est jamais servi que par soi-même, et on n'est jamais mieux indiqué d'appliquer sa propre politique que par soi-même. Voilà la raison fondamentale qui m'a poussé à créer le parti avec mes collaborateurs et mes amis de longtemps. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de l'actualité politique, mais bien avant d'ouvrir le registre du dialogue politique, vous êtes ceux-là, vous faites partie de ceux-là qui étaient au stade du 28 septembre 2009. Dans moins de 72 heures, ce procès va s'ouvrir, ce procès que vous, victimes de ces massacres, ont attendu pendant 13 ans. Votre regard, votre appréciation justement de l'ouverture de ce procès qui va se faire le mercredi 28 septembre. Oui, monsieur, c'est un regard de soulagement. Enfin, pas pour moi, ni pour ma famille, mais surtout pour ceux qui sont morts, ceux qui sont handicapés, et surtout ceux dont les parents n'ont jusqu'à présent pas pu faire leur deuil, parce qu'ils sont disparus. Nous avons besoin de connaître la vérité. La vérité, pas pour quelque vengeance que ce soit. La vérité, pour que plus jamais cela ne se répète. La vérité, pour que s'il y a pardon, qu'il y ait pardon. Et la vérité, pour que s'il doit y avoir réconciliation, et c'est nécessaire qu'il y ait réconciliation. Ceux qui ont ordonné, ceux qui ont exécuté, ceux qui ont froidement assassiné leurs compatriotes, ou qui ont froidement mutilé leurs compatriotes, qui ont violé à ciel ouvert nos sœurs, ceux qui aujourd'hui ont traumatisé la population, ils doivent répondre humblement, présenter leur mea culpa, parce qu'on ne pourra plus ramener à la vie ceux qui sont disparus. Ceux qui sont handicapés à vie, ils ne peuvent plus. Tel que moi, je suis handicapé. Je ne pourrai plus jamais récupérer ma main. Mon épouse, aujourd'hui, elle nous suit. Elle est traumatisée. C'est pour cette raison qu'elle est à l'exil. Parce que dès qu'elle voyait un béret rouge, c'était le cauchemar et elle ne pouvait pas supporter. Donc, pour nettoyer tout cela, il faut que ceux qui ont ordonné, ceux qui ont exécuté, viennent répondre devant la justice, présentent les excuses et qu'on règle ce qu'il y a à régler, qu'on dédommage ce qu'il y a à dédommager, et ainsi la vie continue. Voilà, et on va parler du dialogue politique, hein, et surtout, parlons de l'actualité politique fortement marquée par la transition. Voilà, la transition, notamment le dialogue politique. Récemment, on a appris que le cadre, en tout cas, a été créé par Mamadi Doumbouya, mais on a comme l'impression que Bernard Gomo a été finalement récusé. Ibrahim Sorilenko. Ah oui, et effectivement, beaucoup se réjouissaient de la mise en place du cadre de dialogue, mais aujourd'hui, en tout cas, l'Équateur de la scène politique ne voudrait pas que le PM soit le facilitateur comme prévu par le président. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les Guinéens se parlent? Vous êtes mieux indiqué pour le dire, puisque depuis 2010, vous êtes de tous les combats, en tout cas, que ce soit à la rue ou tout ce qui s'est passé, vous êtes du combat. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Guinéens se rapprochent, se parlent? La première des choses, la volonté, le patriotisme. Que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que nous sachions que nous sommes une goutte d'eau dans un océan. Lorsque vous parlez nous, les de politiques, cette volonté manque de la part de qui? Est-ce les politiques, le CNRD? des deux côtés. Parce que quand vous allez à un dialogue,
quand vous êtes à une négociation, j'ai été syndicaliste, vous ne devez pas venir figé, avec passion. Vous devez venir avec l'esprit que vous devez lâcher un peu de l'Est et que celui qui est votre vis-à-vis lâche également de l'Est afin que vous vous entendiez sur l'essentiel. Vous ne pouvez pas vous cabrer, dire exactement ce que moi je veux, ce que moi je désire. Qu'est-ce qu'on devrait lâcher qu'est-ce qu'on devrait lâcher pour aboutir à ce dialogue? Parce que les partis politiques, le Quatuor dont nous parlons, oui, a demandé la mise en place d'un cadre de dialogue qui a été fait par le président de la transition. Qu'est-ce qu'on devrait laisser pour les uns et laisser pour les autres? Oui, mais il se trouve que les militaires sont quand même focus sur les 36 mois et de l'autre côté, il y a aussi des préalables. C'est pourquoi je vous rejoins pour dire que chacun a des positions. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, si vous le permettez, puisque la radio c'est l'heure, on va céder la place très rapidement à l'écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat avec notre invité exceptionnel cet après-midi, Ben Youssouf Keïta. À tout à l'heure. C'est Ben Youssouf Keïta voilà, qui a rompu les amarres, il faut le préciser, avec l'UFDG depuis très longtemps. Il est notre invité et bien sûr cet après-midi avec lui nous parlons essentiellement des grands sujets qui cristallisent l'actualité politique et donc de notre pays. Ibrahim Sori Lincoln Souma, oui, on répare avec vous. Voilà, on parlait des solutions puisqu'aujourd'hui, il n'y a que des problèmes qui se dégagent. Je demandais à Honorable Youssouf Keïta, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les Guinéens se parlent, parce qu'il est mieux indiqué pour, en tout cas, son parcours syndicaliste. Très bien. Il faut le dialogue. Obligatoirement, il faut le dialogue. Même les guerres les plus atroces sont terminées autour de la table. Et pour ce dialogue, il faut que nous mettions l'intérêt supérieur de la nation, du peuple de Guinée, au-dessus de tout intérêt. Tant du côté du CNRD que du côté de nous, les politiques. Chacun doit lâcher de l'Est. Et une fois de plus, quand on vient autour de la table, il faut venir ouvert. Il ne faut pas d'entrée de jeu venir figé, avec des positions figées, immuables. Mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, si tel est le cas, nous n'irons nulle part. Alors, il faudrait donc que nous venions déjà avec les positions non figées, qu'il n'y ait pas non plus de conditions préalables qui puissent paraître soit à des menaces ou à des changements. Alors justement, on va faire carte sur table quand même, Moustapha Vicky. Aujourd'hui, il y a des figures importantes du FNDC et voilà, qui se retrouvent en prison. Est-ce que par exemple, si cette organisation, bien que dissoute, exige la libération de ces, en tout cas, comment je peux appeler ça, de ces leaders, de ces leaders-là, est-ce que ça, par exemple, c'est pas pertinent, c'est pas quelque chose, voilà, à laquelle le CNRD peut accéder? Pourquoi pas? Je dis une fois de plus, il faut lâcher quelque chose qui vous est cher, votre vis-à-vis lâche autre qui lui est cher, afin que vous entendiez sur l'essentiel. Pour ces prisonniers, qu'on pourrait dire, d'opinion, je veux parler de Foning Kemengue, je veux parler de Ibrahima Diallo, je veux de Sékou Bari. Oui, on peut demander leur libération, mais autour de la table, il faut venir d'abord. Parce que quand vous dites, nous n'allons pas, tant qu'ils ne sont pas libérés, ça devient déjà comme une menace, comme déjà la grève que vous faites peser sur la tête de votre vis-à-vis. Oui, mais est-ce que autant aussi le pouvoir devrait dire autour de la table, le délai de la transition, on n'en parle pas, c'est 36 mois net, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau? Évidemment. C'est le blocus au fait. Voilà, le pouvoir doit être ouvert. Parce que le point d'achoppement, c'est ce délai-là, c'est ces 36 mois. On doit se convaincre par les arguments. Vous dites 36 mois. Quand est-ce que ces 36 mois ont débuté? Ou quand est-ce qu'ils vont débuter? Qu'est-ce que vous prévoyez pendant ces 36 mois? Alors, votre vis-à-vis dira, non, pour nous, peut-être les 36 mois ont commencé dès le jour du coup d'État, ou bien ils ont commencé, comme nous, ACP, nous disons les 36 mois ont commencé le jour que le CNT a voté.
Alors le CNT a exprimé un avis justement parce qu'il y a cette confusion-là que certains, qu'on pourrait appeler une brèche dans laquelle les autorités actuelles, dans laquelle les autorités s'engouffrent et les politiques opposées justement à cette durée de la transition disent que ce n'est pas normal. D'un côté, le CNT dit avoir émis l'avis sur la durée et qui n'a pas été entériné par le président de la transition, donc par un décret. Et de l'autre, le ministre porte-parole du gouvernement qui dit que ça a débuté réellement à partir du mois de mai et a ajouté cela, les activités annexées justement à cette durée de la transition-là, notamment les deux recensements, le recensement général de la population et le RAVEC. Bien. Et tout cela ne peut être discuté qu'autour de la table. Parce que si nous allons comme ça, évidemment, nous sommes partis pour longtemps. Bien. Et cela ne nous convient absolument pas. Il y a beaucoup de risques. N'oubliez pas que d'abord, le CNRD est venu pendant que courait déjà un mandat de 72 mois. Celui du professeur Alpha Condé, qui était déjà acté après sa prestation de serment. Et après que nous ayons fait des pieds et des mains, que nous nous soyons investis et au prix de plusieurs sacrifices pour l'en empêcher. Ils sont venus. Alors, ils demandent 36 mois. 36 mois. Allons-y autour de la table. Qu'est-ce que vous comptez faire pendant ces 36 mois? Quelles sont les difficultés qui vous empêchent peut-être de faire moins? Et s'il y a ces difficultés, votre vis-à-vis peut certainement apporter la solution. Il faut convaincre. Parce que, évidemment, il faut convaincre. Bien. Parce que le désir, en un mot, l'objectif du CNRD de la transition, c'est aller revenir à la situation normale. Sortir de la transition, venir dans un ordre constitutionnel normal. Voilà. Il faut discuter, il faut autour de la table, mais il faut s'entendre, il ne faut pas venir avec des préalables, et il ne faut pas venir déjà avec des positions figées. Il ne faut pas venir avec des positions figées. Notre invité exceptionnel cet après-midi, Ben Youssouf Keïta, est président du Parti Alliance pour le Changement et le Progrès ACP. On va donc évoluer dans le débat. Maintenant, pour parler de ces sanctions de la CEDEAO. Oui, justement, la CEDEAO, lors de sa session extraordinaire, a évoqué d'abord les premières sanctions contre la junte au pouvoir avant d'annoncer d'autres sanctions si toutefois la situation guinéenne n'évoluerait pas. Et face à cette annonce, cette sortie de la CEDEAO, nous avons vu la sérénité avec laquelle les autorités guinéennes, notamment le ministre porte-parole du gouvernement, les deux ministres porte-parole de la présidence et du gouvernement et le Premier ministre qui estiment que ces sanctions ne font ni chaud ni froid à la Guinée parce qu'ils estiment que les problèmes guinéens doivent être gérés par les Guinéens. Vous, en tant que politique, vous qui avez assisté justement à plusieurs dialogues dans ce pays, quel est votre regard sur toute cette situation? D'abord, l'heure est grave. Il faut voir un peu plus loin que son nez et ne pas regarder son nombril. La Guinée, c'est 13 millions d'habitants. Conakry, peut-être, c'est 4 millions maximum, soit 15%. Les sanctions font toujours mal. Et regardez, quand une fourmi vous pique, vous ne la voyez même pas. Même pour l'écraser, vous ne vous rendez pas compte. Mais vous sentez cette douleur. Vous passez un mauvais moment. Vous comprenez? Pourtant, c'est une fourmi. Alors, quand il y a problème de ce genre, il ne faut pas minimiser. Déjà, quand on dit que nos dirigeants ne peuvent pas voyager, et ce sont eux qui sont obligés, qui doivent sortir pour aller trouver des solutions à nos problèmes ici. Quand ils ne peuvent pas négocier, quand nous ne pouvons pas faire des transactions avec d'autres pays, mais ce n'est pas le colonel qui va en souffrir. Ce n'est pas vous, les journalistes émérites, qui allez souffrir. C'est nos parents là-bas, à Gbambadou, à Djomabana, à Tiangelbori, à Koundara là-bas, qui vont en pâtir. Parce que, difficilement, ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de courant, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin de tout ça. Alors, cela ne peut s'obtenir que dans la cohésion nationale et internationale. Il ne sert à rien en ce moment, au moment où nous avons des difficultés, de chercher à alourdir encore
ou réduire nos positions, nous devons être flexibles. Bien. Et essayer d'aller par la négociation, par la diplomatie. Parce que la CEDEAO, la Guinée est un pays fondateur. Je me rappelle encore, nous étions à l'étranger, quand Ahmed Sékou Touré, à Abuja, avec les autres, ils ont créé la CEDEAO. C'est notre bébé. Ne se cacherait pas justement derrière cette idée-là pour affronter aujourd'hui la communauté? Nous n'avons qu'un intérêt à affronter la communauté. Absolument. Mettons balle à terre, comprenons-les et essayons de trouver la solution à notre problème à l'interne. Ça menace en gardant notre dignité et notre souveraineté. Bien, voilà, l'autre dominante de l'actualité, en tout cas ce lundi, c'est l'audition qui se déroule en ce moment même de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana et ses co-détenus. En tout cas, au niveau de la CRIEF, la lecture de notre invité sur cette institution, les actions de cette juridiction, et Lincoln. Oui, les avocats de Kassori et compagnie se battent pour obtenir au moins leur liberté. Et beaucoup y ont fait plusieurs temps. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette cour également rassure? Parce que beaucoup estimeraient que la CRIEF est devenue un instrument de répression pour la junte au pouvoir. Merci, M. Lincoln. Il faut purement et simplement communiquer. Vous savez, le manque d'information envoie la désinformation. Il faut qu'on sache objectivement, qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors moi je dis que la loi doit être la boussole de la justice. Au lieu qu'on dise la justice c'est la boussole qui doit guider nos actions. Non, la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit quand un citoyen est en conflit avec elle? Quand vous accusez quelqu'un, on me dit c'est l'accusateur qui doit envoyer la preuve de son accusation. Alors pour le commun des Guinéens, déjà dans la mentalité, psychologiquement, on dit ils sont des voleurs. Obligatoirement. Parce que dès qu'on dit déjà, vous êtes emprisonné parce qu'on vous reproche de malversation, directement, votre crédibilité baisse. Et le respect que les gens ont envers vous diminue. Alors pour éviter que cela ne s'empire, il faut rapidement passer au procès, faire le jugement, donner les preuves des accusations. S'ils sont coupables, évidemment qu'ils remboursent et qu'ils payent à la hauteur de leur acte commis, qui est un acte délitieux, si c'est cela. S'ils sont en un mot exempts, qu'on les rétablisse et qu'on les remette dans leur honneur. Voilà. Pour cela, il faut aller le plus tôt que possible. Pour cela, il faut aller le plus tôt que possible, puisque vous avez décidé de créer une formation politique, conquérir le pouvoir. Maintenant, on va parler de vos ambitions, et cas par cas. Et sur le plan politique, Ben Youssouf Keïta, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons d'abord rapidement résumé notre plan politique. Oui. Il y a 4 axes. L'axe d'abord de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est un bel exemple. Nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, nous jetterons l'eau du bain, mais nous garderons le bébé. Tout ce qui est positif, nous le ferons. Vous savez, nous avons une longue expérience. La décentralisation sera d'abord de la base au sommet. Tel que c'est en train d'être fait actuellement. Mais nous serons plus rigoureux sur l'honnêteté, sur la transparence et en mettant toujours au-dessus de quelque intérêt que ce soit, l'intérêt de la population. Aujourd'hui, par exemple, dans un régime présidentialiste où le chef de l'État est super fort, c'est comme un demi-dieu. Par exemple, sur cette question précise-là, oui. Est-ce que vous allez garder ça, par exemple? Puisque vous n'allez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Oui, nous allons garder le régime présidentiel. Oui. Évidemment. Parce que, vous savez, le régime présidentiel, en Afrique, si les dirigeants, tels que le Paul Kagame, vous comprenez, tels que les Abdoulaye Wade, tels que les Alassane Ouattara, pour ne citer que ceux-ci, vous comprenez, si nous avons des hommes comme ça à la tête de nos pays, mais pourquoi pas garder le régime présidentiel? D'accord. Il faut prendre ensemble cela. Ensuite, oui. Ensuite, nous avons les relations extérieures et la coopération internationale. D'abord, nous sommes que depuis notre naissance, on nous a enseigné, on nous a inculqué la dignité, le respect de la dignité. Et nous sommes nationalistes. Et pour cette raison, nos relations extérieures iront selon les intérêts du peuple souverain de Guinée. Que vous soyez X ou que vous soyez Y, si
notre peuple ne trouve pas son intérêt dans la collaboration avec vous, nous n'irons nulle part. Bien, Moustapha Vicky. Alors, on continue. Au-delà du plan politique, il y a le plan social. Qui dit plan social parle surtout de la santé, de l'éducation, le vivre de la jeunesse, et le vivre dans un ensemble. pays où les gens sont divisés. Non mais si, c'est important. Oui, Vicky. Et surtout le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut Je suis un bel exemple. Oui. Je suis un très bel exemple. Mon fils ne me contredira pas. Aujourd'hui, je me réclame guinéen tout court. Je suis malinké, je suis kissien, je suis soussou, je suis poulard. Je parle correctement toutes ces langues. Et c'est les 4 piliers de la Guinée. Quand je vais en Haute-Guinée, je m'exprime en malinké. C'est ma langue maternelle. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, je viens. Quand je vais au Fouta... Non, vous savez, Alpha Condé avait dit ça ici avant les élections. Oui, mais déjà, c'est vous dire... Sa maman était de Bokeh. Non, c'est vous dire déjà. Mais c'était pas vrai. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était pas vrai, là. Attendez. En fait, j'ai envie de dire que les discours sont bons. Mais vous, président, Ben Youssouf, président, qu'est-ce qu'il va faire? Pour qu'il y ait unité et rassuré. Oui. Et rien que déjà, M. Lincoln a été à notre assemblée. C'est une assemblée melting pot, où vous trouvez toutes les régions de la Guinée. D'accord, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de malinqués, beaucoup de soussous, beaucoup de forestiers. Qu'allez-vous faire? Ce que nous allons faire, quoi? Ce que nous allons faire, unir les Guinéens. Ce que nous allons faire, c'est d'abord éviter l'ethnocentrisme, éviter la stigmatisation, faire en sorte que tous les Guinéens se sentent frères et sœurs, de même mère, voire même de même père. Et pour cela, dans la fonction publique, nous ferons en sorte, comme nous l'avons été, c'est pas pour rien que moi je parle Peul, parce que dès que je suis venu, malinké, on m'a muté à Mamou. Eh bien, j'ai passé 5 ans, j'ai appris à parler correctement le poulard. De là-bas, je suis allé en Haute-Guinée, à Kérouané, je parlais déjà malinké. Bon, je suis revenu à comment on appelle ça, à Conakry, où je parle poulard. Ça c'est le cas d'un fonctionnaire. Un fonctionnaire. C'est le fonctionnaire d'abord, avant quoi que ce soit. C'est le fonctionnaire qui est le vecteur. On sait, honorable, que la majorité de la population guinéenne est analphabète, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, et qu'aujourd'hui, c'est cette population-là, aujourd'hui, qui se retrouve justement par les faits de certains politiques divisés sur un certain nombre de choses. Mais qu'allez-vous faire pour que cette population, dans sa majorité, puisse s'entendre sur le plan social? Est-ce que, par exemple, vous allez adopter des lois pour interdire certaines expressions courantes dans la circulation? Est-ce que, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur les journalistes, j'ai sillonné toute la Guinée, surtout pendant les 15 ans à l'UFDG. J'ai sillonné toute la Guinée. Il n'y a absolument aucun problème entre les Guinéens à l'intérieur. Absolument. Même à Conakry ici, aller au mariage, aller dans les églises, aller dans les mosquées, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on dit, c'est superflu. Voilà, le problème, c'est avec les élites, avec l'élite et avec les politiques. Il y a aussi la souffrance. Est-ce que pour réduire la souffrance, vous allez accorder plus d'autonomie aux régions pour leur développement, par exemple? Ça va être une gestion centralisée. Vous comprenez? Parce que donner l'autonomie, ça va amener plus tard à la sécession. À la sécession. Nous ne voulons pas ça. La Guinée est une et indivisible. Et nous ferons en sorte que tous les Guinéens se sentent sur le même pied d'égalité devant la loi. Voilà. En 1 minute, votre dernier appel à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers le monde via Facebook et YouTube, et aussi votre appel à l'endroit de ceux qui nous écoutent partout en Guinée et à travers le monde. Premièrement, ceux qui nous écoutent en Guinée, je vais commencer par nos langues maternelles, nos langues nationales. D'abord, en pulaar, siɓɓe yiɓɓe mi salmini on. Hande en fof koye nene goto baba goto. Jonnodire juuɗe wakkiloɗen fino Guinée yara yeeso. Bien. En susu mbarañ sosoye ma kay bo na wube. Wonna de na kay ki wombire nga wombale so mu bore yira. Wonga wombale so mu bore yira wakata mol birna ba alako la Guinée rasa yare biranga munan fay soto. En kisien yonguna be ma kisi yilo chele nya pluple na yonga mbarang vela vele mi chendo la Guinée na ho yera mi be swawundo amalenke madema mandenkalu joyaluma anya romin bi alhamdulillah rabbil alamin anya mbolo di nyoma anya alamatara sa ambe frère sou beke la Guinée wanye
Karama ni ben ni dianye don la Guinée. La Guinée kadien ke idia anya ambolbo torearo butu. Bien. Voilà, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Ben Youssouf Keita, un Guinéen au complet, voilà, président donc du parti Alliance pour le changement et le progrès, ACP, vous l'avez compris, il était notre invité exceptionnel cet après-midi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Merci beaucoup, Khalil. Merci à tous les deux, Ibrahim Sorilen Konsouma, Moustapha Viki, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci à tous de votre aimable attention, surtout restez sur Film Guinée, et car dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos. D'ici là, prenez soin de vous et restons concentrés.